Vous savez, le maintien d'espèces en captivité, notamment des tortues, est une activité qui déborde d'intérêt, qu'il soit pédagogique, philosophique ou encore scientifique. Cependant, certaines anomalies peuvent survenir durant la captivité. En effet, le sujet que vous hébergez sous une atmosphère engendrée artificiellement pourrait éventuellement présenter certaines pathologies ou un éventuel mal-être dans le moins pire des cas. Alors certes, plusieurs solutions s'offrent à nous afin d'éviter tout type de conséquences désastreuses. À commencer par offrir à votre animal tous les besoins nécessaires à son développement, à savoir un hébergement adapté, de l'espace, de la lumière, du chauffage, une bonne alimentation, puis quelques autres critères indispensables pour les espèces particulières. De toute évidence, si vous faites preuve de sérieux et de rigueur, vous aviez préalablement pris connaissance des impératifs biologiques que votre espèce a besoin en captivité. D'ailleurs, à ce jour, au vu de notre richesse technologique, les supports d'information ne manquent pas, que ce soit des livres dédiés à l'herpétologie, des articles universitaires de biologie, des conseils d'éleveurs sur le web, des vidéos sur internet et j'en passe. Sachez que dans ce cours, je souhaiterais non pas m'attarder sur les critères biologiques nécessaires qui sont à prendre en considération lors d'un éventuel maintien d'espèces en captivité, mais plutôt sur le diagnostic de certaines pathologies, et plus précisément chez la famille des tortues, comme j'ai pu vous le dire il y a quelques instants. Alors, pour cela, je compte m'appuyer sur les écrits de l'Atlas de la terrariophilie, volume 2, les tortues terrestres et aquatiques de Animalier Édition, et plus particulièrement sur le dictionnaire illustré des maladies des tortues. Alors bien entendu, je ne compte pas relever toutes les maladies existantes chez les tortues, mais plutôt m'intéresser à celles que vous pourriez éventuellement observer en captivité, comme la rhinite contagieuse ou encore l'ostéofibrose par exemple, qui sont des pathologies que j'ai déjà mentionnées il y a quelques années dans de précédents travaux. De plus, afin de correctement diagnostiquer l'animal, la plupart des maladies seront détaillées en 3 catégories, dans la majeure partie des cas, à savoir le ou les symptômes, les causes liées aux symptômes et enfin le traitement adapté à la pathologie, permettant ainsi de guérir le sujet. Bien, alors commençons par la première pathologie, et il s'agit d'ailleurs de l'abcès. Tout d'abord, sachez qu'un abcès est une collection de pus dans une cavité formée aux dépens des tissus environnants. Alors chez les reptiles, les abcès sont généralement froids. Ils se forment d'ailleurs lentement, sans réaction inflammatoire et renferment un pus ferme, grisâtre ou jaunâtre, dit caséeux, encapsulé par un tissu conjonctif fibreux. Concernant les symptômes, c'est assez simple, la présence d'un abcès provoque une asymétrie et un gonflement nodulaire de la région corporelle concernée. Chez les chéloniens, les abcès sont souvent localisés au niveau du cou, des membres et de la queue. Ils peuvent aussi siéger dans les viscères comme le foie ou les poumons par exemple, dans l'oreille moyenne ou à l'intérieur d'une articulation. Cette fois-ci, on parle alors d'arthrite septique. Mais notez tout de même que les abcès des tortues sont généralement indolores et à la palpation pression. Concernant les causes, il faut savoir que les abcès sous-cutanés sont toujours secondaires à des traumatismes septiques, c'est-à-dire à l'inoculation de bactéries sous la peau. Alors chez les tortues, ils sont le plus souvent consécutifs à des morsures entre congénères, mais aussi parfois chez les espèces terrestres, ça peut arriver à des morsures de parasites externes, tels que des tiques.
Les abcès profonds peuvent être l'expression d'une maladie générale, c'est important de le souligner. Les bactéries incriminées dans la formation des abcès sont souvent des bacilles Gram aérobie. Bien entendu, je vous laisserai la liberté de prendre connaissance des différents types de bactéries existantes pour le cas de l'abcès. Pour ce qui est du traitement, maintenant, eh bien, il faut savoir que le traitement des abcès chez les reptiles ne peut être que chirurgical. Donc, il consiste à effectuer une ablation complète de l'abcès et de sa coque, bien entendu, ou le cas échéant, un débridement assez large pour en extraire le magma purulent en totalité. Alors un curetage et un fluchage du site opératoire est indispensable, bien entendu. La plaie ne doit pas être suturée, mais elle peut être refermée partiellement si la béance de la zone curetée est excessive, bien entendu. Un traitement local à l'aide d'une pommade antibiotique telle que la fusidine Léo, la flamazine ou encore la sulmidolson sont généralement suffisantes, il faut le savoir. Il est aussi recommandé de chauffer l'animal à 2 degrés au-dessus de sa température moyenne préférentielle et le tour sera joué. Alors avant de conclure avec cette pathologie, eh bien, il me semble intéressant d'observer les examens complémentaires recommandés. Sachez qu'une radiographie sera nécessaire si l'abcès est proche d'une structure osseuse, c'est bien important, comme le coude, le genou ou le doigt par exemple. Un prélèvement pour une mise en culture sera également recommandé avec recherche éventuelle de mycobactéries, de tuberculose s'il y a un abcès multiple et interne. Pour ce qui est de la prévention, eh bien, il faudra lutter contre les tiques et éviter la cohabitation puisque c'est source de morsures entre congénères, surtout, et j'insiste bien là-dessus, pour les espèces aquatiques. Enfin, il faut également avoir à l'esprit que cette pathologie peut être confondue avec une tumeur ou une mycose nodulaire. Donc soyez bien vigilants lors de votre diagnostic. Bien. Poursuivons maintenant notre prise de connaissance de certaines pathologies, donc ceux issus du dictionnaire illustré des maladies des tortues, avec un nouveau sujet puisqu'il s'agit du sujet de l'amaigrissement. Alors, tout d'abord, ayons à l'esprit que toute perte de poids supérieure à 10% doit être considérée comme préoccupant chez une tortue. Alors certes, un déficit pondéral constaté chez un animal qui refuse de se nourrir ou qui sort d'une période d'hibernation est logique, car c'est directement lié à son absence d'appétit. Mais lorsqu'une tortue maigrit alors qu'elle s'alimente, disons, régulièrement, eh bien, la cause de cet amaigrissement doit être recherchée. À titre indicatif, le poids théorique d'une tortue terrestre peut être estimé à partir de l'équation suivante, à savoir 0,191 fois L par centimètre cube. Équation établie par Donog en 1997 à partir des mesures effectuées sur un effectif de 76 tortues appartenant à 11 espèces différentes, pesant de 50 grammes à 34 kg et dont la carapace mesurait de 6 à 56 cm où grand L désigne la longueur de la carapace en centimètres, mesurée depuis l'extrémité antérieure du plastron au niveau des écailles intergulaires jusqu'à l'extrémité de la ou des écailles supracaudales. D'ailleurs, avec l'expérience, on parvient à analyser l'état d'embonpoint et d'hydratation d'une tortue, tout simplement en la sous-pesant d'une main, comme on le ferait pour évaluer la qualité d'un melon ou d'une simple noix de coco. Mais encore faut-il avoir quelques années d'expérience. Bon. Alors, pour ce qui est des causes d'un amaigrissement soudain chez une tortue, nous pouvons relever dans un premier temps une quantité de nourriture insuffisante, et ce serait la raison la plus simple et la plus fréquente d'un amaigrissement. Le bon sens doit donc inciter à proposer davantage de nourriture à l'animal, soit des repas plus fréquents ou des repas en libre service,
ça peut arriver, et de s'assurer ensuite, par pesées successives, d'un éventuel gain de poids. Un excès de chaleur peut aussi en être la cause, il faut le savoir. En effet, le métabolisme accéléré par une température ambiante trop élevée peut s'avérer néfaste pour la tortue. Chez les animaux ectothermes, un excès de chaleur a pour effet, si vous voulez, de stimuler à outrance toutes les fonctions de l'organisme qui requièrent un surplus d'énergie sous forme de calories. Il y a également les parasites internes qui peuvent être responsables d'un amaigrissement, il faut le savoir. Effectivement, les parasites exercent toujours sur leur hôte une action spoliatrice qui peut engendrer une perte de poids. Donc spoliation sanguine par hématophagie, c'est-à-dire par ingestion de sang ou compétition alimentaire par ingestion des nutriments du contenu intestinal. Il peut également y avoir la cause de la diarrhée. Et oui, les troubles de la digestion peuvent perturber l'animal. L'absorption et l'assimilation des éléments nutritifs de l'alimentation sont régis par l'intégrité de la barrière intestinale et par le bon fonctionnement du pancréas. Une inflammation chronique du tube digestif peut donc constituer une entrave à la digestion. Il peut aussi y avoir la déshydratation chronique ou aiguë, puisqu'un abreuvement insuffisant ou un excès de perte d'eau sont source de déshydratation. Une perte de poids peut être simplement liée à un défaut d'hydratation de l'organisme, sachez-le. Enfin, le processus cancéreux, voire les tumeurs peuvent aussi en être responsables. En effet, les tumeurs synthétisent des substances susceptibles de freiner l'appétit ou d'interférer avec le métabolisme. Et un amaigrissement rapide associé à la présence d'une tumeur est souvent signe de malignité, malheureusement. Bon, il me semble avoir fait le tour concernant les causes. Alors de ce fait, un traitement antiparasitaire à large spectre, donc voire par le vermifuge, sera recommandé, tout comme une alimentation forcée, soit par intubation orogastrique. Une réhydratation si besoin sera aussi conseillée, il faut le savoir. Donc pour cela, il ne faudra pas hésiter à donner des bains à l'animal ou encore à effectuer une intubation gastrique, voire une perfusion. Et enfin, ne pas oublier d'effectuer un traitement spécifique dans le cas où l'amaigrissement serait causé par une autre maladie. Bon. Alors pour ce qui est de la prévention, je pense que c'est important de le souligner, pensez à effectuer des pesées régulières pour détecter rapidement tout type d'amaigrissement, c'est bien important, du moins des amaigrissements anormaux. Observez également à chaque défécation l'aspect des selles qui doivent être homogènes, fermes et moulées, en particulier chez les espèces terrestres. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir tout miser concernant la prévention. Bon, enchaînons à présent avec un autre sujet. Donc, il s'agit maintenant de l'anorexie, pour rester plus ou moins dans le thème. Alors, de toute évidence, l'anorexie se définit comme une absence ou une perte de l'appétit. Alors, ce symptôme est commun à presque toutes les pathologies chez les reptiles et constitue le principal motif de consultation herpétologique. Notez que chez les chéloniens, le refus de s'alimenter peut avoir une origine médicale, environnementale, nutritionnelle ou encore psychologique. Alors, concernant les symptômes, il faut savoir que l'anorexie elle-même est un symptôme et non une maladie. C'est pourquoi je l'ai mis en pointillé. Progressivement, cette absence d'appétit se manifeste premièrement par une perte de poids, soit par une fonte musculaire et graisseuse. Les membres et le cou paraissent décharnés. Deuxièmement, par des plis de peau anormalement marqués, visibles au niveau des membres et du cou. Troisièmement, par un enfoncement des globes oculaires dans les orbites liées à la disparition de bourrelets adipeux normalement présents autour des yeux.
Quatrièmement, par une bradycardie, en d'autres termes, la diminution de la fréquence cardiaque. Bon. Mais quelles seraient les causes liées à cette pathologie, me demanderiez-vous? Eh bien, sachez que les causes sont relativement simples. Tout d'abord, elles peuvent être médicales. Effectivement, toutes les maladies des tortues sont susceptibles d'engendrer une anorexie, telles que la rhinite, la stomatoglossite, la pneumopathie, la rétention d'œufs, l'ostéofibrose et j'en passe. Nous pouvons également retrouver l'excroissance du bec corné, puisque cette anomalie peut engendrer de la dysphagie par incapacité à saisir et à mastiquer les aliments. Les conditions de maintenance défectueuse peuvent aussi en être la cause, il faut le savoir. Le non-respect des besoins thermiques diurnes et nocturnes de l'espèce concernée peut conduire à une diminution, voire une perte de l'appétit. Idem pour un régime alimentaire inadapté, puisque la méconnaissance des besoins alimentaires qualificatifs d'un reptile peut aboutir à un refus de nourriture. Par exemple, un régime herbivore strict distribué à une tortue aquatique carnivore. Nous pouvons également avoir le stress. Une anorexie de stress peut se produire chez les tortues sauvages capturées dans la nature et placées en captivité. Ce phénomène est d'autant plus marqué si le spécimen est âgé. Certaines espèces particulièrement timides et farouches présentent une nette prédisposition à une anorexie de stress, il faut le savoir. Alors, pour ce qui est des examens complémentaires, maintenant, il me semble important de vous dire qu'ils ont pour intérêt de permettre d'écarter, soit par élimination, d'éventuelles causes pathologiques d'une anorexie. De ce fait, une analyse de selles permet de détecter une parasitose interne. Une prise de sang, soit la numérisation de la formule sanguine, un bilan biochimique et j'en passe, ont pour but également de révéler un syndrome infectieux, une défaillance hépatorénale, des troubles de la balance minérale et bien d'autres encore. Enfin, les différentes techniques d'imagerie médicale, la radiographie, l'échographie, l'endoscopie, le scanner sont également utiles pour établir un diagnostic précis. Bon. Concernant les traitements, eh bien, sachez que nous ne pouvons pas résoudre une anorexie sans traiter la cause qui l'a déclenchée. C'est pour ça qu'il y a une différence avec le symptôme et la maladie en question. Donc le traitement d'une anorexie consiste par exemple à corriger les facteurs environnementaux ayant pu l'induire, à traiter de manière ciblée l'infection que l'animal présente et à tenter de stimuler la reprise de l'appétit en diversifiant par exemple la composition des repas. Ça peut arriver. Alors pour ce qui est de la prévention, eh bien, je vous dirais qu'il faut éviter toute forme de stress pour l'animal dans un premier temps, respecter également les besoins spécifiques de chaque espèce, c'est-à-dire la température, l'hygrométrie, la photopériode, le régime alimentaire, les mœurs diurnes, crépusculaires ou encore nocturnes. Il faut également prévenir l'apparition de pathologies grâce à des conditions de maintenance optimales et j'en passe. Bien. Donc après l'anorexie, eh bien, voyons ensemble le sujet de la constipation, donc un phénomène fréquent et ce chez de nombreuses espèces, pas seulement les tortues d'ailleurs. Alors sachez que la constipation se définit comme un retard dans l'évacuation des selles d'origine fonctionnelle ou organique. Elle a pour synonyme les termes de coprostase ou de stase stercorale. On appelle fécolite ou fécolome les fragments de matière fécale non déféqués. Alors pour ce qui est des symptômes,
Eh bien, il faut savoir que la constipation est une affection généralement asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle ne s'accompagne pas de signes cliniques particuliers. Seule l'absence de défection motive bien entendu l'inquiétude. Concernant les causes, eh bien, il peut y avoir un ralentissement du transit intestinal, sachant qu'il est souvent la conséquence de plusieurs facteurs concomitants tels que l'ingestion de corps étrangers, soit du sable, de la terre, des graviers, des copeaux de bois et j'en passe, l'inactivité et le sédentarisme provoquant une atonie du côlon, une température ambiante trop basse, le chauffage par le sol, pouvant assécher les matières fécales dans le tube digestif à travers le plastron ou encore une déshydratation. En cas d'arrêt et de blocage irréductible de la progression des selles dans l'intestin, on parle alors d'occlusion intestinale. Je pense que certains amateurs de terrariophilie qui m'écoutent savent à peu près de quoi je parle. Alors le traitement de la coprostase doit toujours faire appel en premier lieu à des méthodes curatives douces et en cas d'échec, des techniques plus invasives peuvent être entreprises. Alors premièrement, il faudra veiller à corriger toutes les anomalies du terrarium ou de l'enclos extérieur pouvant favoriser le problème, soit supprimer le substrat susceptible d'être ingéré au cours des prises de nourriture, augmenter également l'hygrométrie ambiante, fournir une ration alimentaire plus riche en fibres végétales, pulvériser fréquemment l'animal et son environnement s'il est originaire d'un biotope tropical, agrandir le milieu de vie de la tortue pour lui autoriser plus d'exercice et bien d'autres encore. Deuxièmement, eh bien, il faudra faire prendre à l'animal plusieurs bains d'eau tiède de 15 à 20 minutes chacun 2 à 3 fois par jour pendant 2 ou 3 jours consécutifs. Troisièmement, en l'absence de défection, administrer un traitement laxatif à l'huile de paraffine en raison de 1 ml par kilogramme de masse en utilisant une sonde de gavage. Et quatrièmement, si ces différentes techniques sont infructueuses, le recours à un vétérinaire s'impose bien entendu et dans certains cas, seule une chirurgie digestive appelée entérotomie ou colotomie après trépanation du plastron pourra résoudre le problème. Mais bien entendu, il s'agit là du dernier recours. Bien. Alors, ayant beaucoup parlé de la déshydratation jusqu'à maintenant, parmi les différentes pathologies existantes, eh bien, je souhaiterais à présent m'attarder davantage sur ce sujet. Alors, la déshydratation se définit comme une diminution dans la quantité d'eau contenue dans un organisme vivant. Comme tous les autres animaux, les chéloniens peuvent souffrir de ce problème vital en captivité. Ça peut arriver. La déshydratation est un phénomène particulièrement lourd de conséquences chez les reptiles, car ces animaux sont uricotéliques. Donc leur principal déchet azoté sanguin, l'acide urique issu du catabolisme hépatique des protéines alimentaires cristalline et se dépose dans l'organisme sous forme de toffee goûteux lorsque sa concentration plasmatique est supérieure à 80 mg par litre. Alors ce mode d'excrétion particulier permet aux reptiles et aux oiseaux, c'est toujours bon de le savoir, de limiter considérablement leur perte hydrique par voie urinaire. Alors concernant les symptômes, c'est relativement simple puisque nous pouvons observer un enfoncement des globes oculaires dans les orbites et l'absence d'émission d'urine pendant les manipulations, sachant qu'il s'agit là des principaux signes cliniques d'une déshydratation chez les chéloniens. Sachez tout de même qu'en l'absence de symptômes suffisamment éloquents, eh bien, certaines analyses en laboratoire peuvent permettre de diagnostiquer une déshydratation. Concernant les causes, eh bien, notez qu'une température ambiante excessive
une insuffisance d'apport en eau et une fracture ouverte de la carapace sont les principales causes de déshydratation chez les tortues terrestres. Évidemment, les tortues aquatiques sont, du fait de leur mode de vie, moins exposées à des risques de déshydratation, ça va de soi. Concernant les traitements, eh bien, il faut savoir qu'il existe différentes techniques de réhydratation chez les tortues. La plus simple consiste à contraindre l'animal de se baigner pendant une demi-heure environ dans un bac contenant un fond d'eau tiède, car il existe une absorption percloacale d'eau chez les chéloniens. Si cette méthode est insuffisante, eh bien, il convient de la réhydrater par voie entérale, c'est-à-dire par sondage orogastrique, en lui faisant avaler en 24 heures un maximum de 3% de son poids en eau, soit maximum 30 ml pour une tortue d'environ 1 kg. Si l'on recherche un apport d'eau très rapide, il est alors préférable de faire effectuer ceci par un vétérinaire, donc avec une perfusion intracoélomique d'un mélange de soluté de Ringer lactate et de glucose 5% dans la fosse inguinofémorale à raison de 20 ml par kg de poids en 4 administrations régulières réparties en 24 heures. Mais il s'agit là de données techniques et je vous laisserai bien entendu la liberté d'effectuer vos recherches de votre côté afin que ce cours reste assez digeste. Bien, pour en finir avec ce sujet, eh bien, voici quelques informations concernant la prévention. Il faut savoir que la déshydratation est un trouble grave pouvant être évité en veillant constamment à fournir à l'animal de l'eau en quantité suffisante et facilement accessible, en respectant un gradient thermique dans le terrarium pour permettre à la tortue de se soustraire à une trop forte chaleur en cas de besoin, et en humidifiant régulièrement l'air ambiant par de fréquentes pulvérisations d'eau, bien entendu. Bon, je pense avoir tout dit en ce qui concerne le sujet de la déshydratation. Nous pouvons alors continuer avec un autre sujet et plus précisément avec le sujet de la fracture de la carapace, un autre souci chez les chéloniens. Sachez dans un premier temps que la carapace des tortues se compose d'une charpente osseuse, soit par des plaques ostéodermiques agencées comme un puzzle et recouvertes de sortes de tuiles disposées en quinconce, pour ainsi dire, sur les ostéodermes, soit les écailles kératénisées. Donc cette structure tissulaire particulière à la fois calcifiée et cornée confère à cette armure protectrice une grande solidité, mais certains traumatismes inhérents à la vie en captivité peuvent tout de même menacer l'intégrité et endommager les organes qu'elle abrite. Bon, alors commençons par le sujet des symptômes. Notons que l'on peut distinguer deux types de traumatismes de la carapace chez les tortues en fonction de leur gravité. Premièrement, les fractures simples, nettes, sans perte de substance et sans atteinte des organes sous-jacents. Deuxièmement, fractures multiples avec broyage, esquille, perte de substance et liaison vertébrale ou viscérale. Alors, les symptômes qui accompagnent un éclatement de la carapace dépendent surtout de l'étendue des liaisons secondaires. En cas d'atteinte pulmonaire, très fréquente compte tenu de la position anatomique des poumons, la tortue accidentée présente des signes de détresse respiratoire, parfois accompagnés d'hémoptysie. En cas d'atteinte de la colonne vertébrale, on peut observer une parésie ou une paralysie des membres postérieurs, la perte de sang, d'eau, de protéines et d'électrolytes occasionnée par les blessures
provoque souvent un état de choc et une déshydratation extracellulaire rapide. Un examen radiographique de la cavité coëlomique est pour le coup recommandé pour visualiser l'étendue exacte des liaisons osseuses ou viscérales induites par le traumatisme, c'est bien important. Autant vous dire qu'il faut prendre une fracture au sérieux. Alors, concernant les causes, il faut savoir que les fractures de la carapace sont généralement provoquées par divers aléas de la vie et en captivité. Que ce soit les morsures de chien, scalp de la dossière sous les tondeuses à gazon, écrasement sur la voie publique et j'en passe. Mais il y a des traitements à ça. Sachez qu'un éclatement de la carapace exige toujours le recours en urgence aux soins d'un vétérinaire car le traitement de ce polytraumatisme grave relève en priorité des soins de réanimation, c'est-à-dire de techniques médicales employées pour remédier à la défaillance d'une ou plusieurs grandes fonctions vitales de l'organisme. Alors, chez les reptiles, la réhydratation et le réchauffement corporel constituent les deux piliers de la réanimation. Ainsi, en traumatologie comme en médecine interne, l'urgence consiste d'abord à réhydrater l'animal et à le placer sous une température de 30 à 32 degrés avant de traiter les liaisons externes ou les symptômes observés. Chez les animaux ectothermes, il faut savoir que la chaleur constitue une véritable source d'énergie. Elle déchoque et active le métabolisme, les défenses immunitaires ainsi que les mécanismes de cicatrisation. Une fois l'état général de l'animal jugé satisfaisant, la première étape des soins consiste à effectuer une désinfection rigoureuse, bien entendu, des plaies à l'aide d'une solution diluée de bétadine ou de chloroxydine. Il est d'ailleurs classique de retrouver au niveau des foyers de fracture des corps étrangers de diverses natures, que ce soit des brins d'herbe, de la terre, du sable. Alors ces corps étrangers doivent être extraits un à la pince stérile et les plaies doivent être nettoyées au sérum physiologique préalablement tiédi, bien entendu. Selon la rapidité d'intervention, deux cas de figure se présentent, soit les liaisons datent de quelques heures, soit elles sont plus anciennes. Dans le premier cas, les plaies sont considérées comme contaminées par des micro-organismes mais non infectés et les fractures de la carapace doivent être réparées le plus rapidement possible. Et dans le second cas, les plaies doivent être considérées comme étant infectées et doivent être traitées comme telles avant de les enfouir sous du matériel de contention. Donc application quotidienne de pommades antibiotiques et de compresses stériles maintenues en place sous un pansement adhésif et ce changé tous les jours. Le traitement orthopédique des fractures de la carapace fait ensuite appel à diverses techniques de stabilisation des fragments osseux. Selon les cas, il pourra être nécessaire d'avoir recours à la pose de cerclage métallique après forage de petits trous dans la carapace ou encore des plaques et des vis de chirurgie osseuse permettant ainsi une bonne coaptation des morceaux. Alors lorsque l'on est confronté à une importante perte de substance osseuse, il faut savoir qu'il peut être utile de modeler à l'aide d'un morceau de grillage métallique par exemple, un moulage de la carapace sur lequel on colle une feuille de fibre de verre. Le tout est ensuite recouvert d'une colle époxydique rapide à deux composants étalée au pinceau sur la fibre de verre. Et cette résine pâteuse à polymérisation rapide, soit environ 90 secondes, permet de recouvrir et de solidariser l'ensemble. Elle permet aussi de colmater les traits de fracture après réduction, c'est important de le savoir. De plus, le synthofère utilisé en carrosserie auto est moins exothermique que la résine époxy et donne également d'excellents résultats. Important de le souligner. Enfin, pour terminer, sachez qu'il ne faut jamais retirer la résine volontairement puisqu'elle se fragmente et tombe d'elle-même en quelques mois ou quelques années.
au fur et à mesure que la carapace se régénère. Néanmoins, lorsque ce décollement de résine est trop précoce, il peut être utile d'en appliquer une nouvelle couche. Bon, il me semble avoir tout dit concernant ce sujet. Passons à présent au sujet de l'hypocalcémie, un sujet qui mérite d'être traité, puisque ça peut arriver d'être face à ce genre de pathologie en captivité. Alors sachez que le terme d'hypocalcémie est employé pour signifier une diminution du taux de calcium sanguin. Le calcium est le constituant majoritaire du tissu osseux qui renferme la quasi-totalité, soit 99% de la charge calcique de l'organisme. Donc la très faible proportion de calcium circulant dans le sang, soit 1%, est utilisée sous la forme d'ions Ca2+, pour assurer différentes fonctions vitales de l'organisme, telles que la transmission neuromusculaire par exemple. Alors pour ce qui est des symptômes, il est intéressant de savoir que chez les chéloniens, l'hypocalcémie ou tout simplement carence en calcium sanguin se manifeste essentiellement par un manque de dynamisme. Lorsque l'hypocalcémie est associée à une ostéofibrose, eh bien, elle peut s'exprimer par un ramollissement et des déformations de la carapace, donc un phénomène qui est observable assez fréquemment en captivité, pour être honnête, du moins lorsqu'il y a des petits soucis de maintenance. Alors les principales causes d'hypocalcémie sont les suivantes, c'est-à-dire une carence d'apport par l'alimentation, puisque cela peut engendrer une absence de supplémentation des végétaux en carbone de calcium, le régime tout viande par exemple, ou à base de crevettes séchées chez les espèces aquatiques et palustres, l'hypovitaminose D3 par carence en UVB entraînant une insuffisance d'absorption intestinale du calcium de la ration, ou encore une insuffisance rénale provoquant généralement un effondrement du taux de calcium sanguin du fait d'une rétention phosphorique. Vous savez, le diagnostic de l'hypocalcémie est essentiellement d'ordre biochimique. La calcémie normale des chéloniens varie en moyenne selon l'âge et selon le stade physiologique entre 100 et 150 mg par litre. Chez les femelles, il est classique d'observer une hypercalcémie voisine de 200 mg par litre, mais toute calcémie inférieure à 90 voire 100 mg par litre doit être considérée comme pathologique. Alors concernant le traitement de l'hypocalcémie, eh bien, il fait appel à des administrations répétées de sels de calcium par voie orale ou par voie injectable. La posologie de cette calcithérapie est de 100 mg par kg par jour en intramusculaire jusqu'à restauration de calcémie. Un tube ou une ampoule à rayonnement UVB de bonne qualité doit également être installé à l'intérieur du terrarium. Mieux encore, les tortues souffrant d'hypocalcémie devront être exposées quotidiennement au rayonnement solaire. Ce sera toujours mieux concernant leur rétablissement. Bien, poursuivons maintenant avec un autre sujet. Il s'agit de l'insuffisance rénale, un phénomène également observable en captivité. A noter que l'insuffisance rénale est une affection plurifactorielle très fréquente et souvent mortelle chez les chéloniens, puisqu'il faut savoir dépister en consultation. Alors cette entité pathologique grave
est probablement le fruit de plusieurs facteurs concomitants inhérents à des erreurs de maintenance, il faut le savoir. Alors les symptômes sont simples, l'anorexie et l'amaigrissement sont les deux symptômes qui dominent le tableau clinique de l'insuffisance rénale chez les chéloniens. Il faut savoir que ces symptômes sont identiques à ceux observés lors d'ostéofibrose nutritionnelle, car ils sont la conséquence d'une hypocalcémie, mais contrairement à l'ostéofibrose, qui n'affecte que les chéloniens juvéniles en croissance, eh bien, l'insuffisance rénale survient souvent chez les adultes. Les tortues présentent alors une baisse de tonicité et des difficultés à décoller leur plastron du sol. Bon. Concernant les causes, eh bien, il faut savoir que l'étiologie de l'insuffisance rénale est en grande partie méconnue. Les facteurs présumés responsables de l'apparition d'une insuffisance rénale sont les suivants, donc une déshydratation chronique, un régime alimentaire hyperprotidique, l'hypervitaminose D3, qui d'ailleurs est souvent provoquée par une supplémentation irraisonnée de la ration par une poudre vitaminique, c'est important de le souligner. Les complexes minéralo-vitaminés pour les reptiles actuellement vendus dans les animaleries spécialisées contiennent en général 10 000 unités internationales de vitamine D3 par kilogramme de préparation. Or, sachant par exemple qu'une tortue herbivore ne doit pas recevoir plus de 1500 à 4000 UI de vitamine D3 par kilogramme de matière sèche de végétaux par jour, eh bien l'apport de ces poudres ne devrait pas excéder environ 1 g par jour chez un animal non exposé à des UVB. Ainsi, le surdosage est donc très rapidement atteint. C'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant là-dessus. Mais ce n'est pas la seule cause à cette pathologie, bien entendu, puisqu'il peut aussi y avoir les injections de substances néphrotoxiques. Et oui, puisque les substances médicamenteuses les plus néphrotoxiques chez les reptiles sont les antibiotiques de la famille des aminoglycosides. Ils peuvent être à l'origine d'une affection métabolique bien connue chez les reptiles, soit la goutte viscérale, conséquence d'une cristallisation hétérotopique d'acide urique au niveau des viscères et notamment des reins. Alors, l'infection bactérienne peut aussi être responsable, puisque l'insuffisance rénale peut également être la conséquence d'une néphrite bactérienne chronique évoluant de façon insidieuse. L'urolithiase, soit les calculs d'oxalate de calcium et de phosphate de calcium, constituent les lithiases rénales les plus fréquentes. Les lithiases oxaliques sont engendrées par un régime alimentaire essentiellement composé de végétaux riches en sel d'oxalate. Par exemple, nous avons les épinards, la rhubarbe, les petits pois, les feuilles de betterave et j'en passe, sachant que les lithiases de phosphate de tricalcique peuvent apparaître chez les tortues supplémentées en calcium à outrance. Bon. Pour ce qui est du diagnostic, eh bien, il me semble important de souligner que chez les chéloniens, eh bien, les reins sont souvent hypertrophiés en cas d'insuffisance rénale. D'ailleurs, à l'examen radiographique de la cavité coélomique sans préparation, eh bien, on observe classiquement une zone très radiodense en avant du bassin et on observe généralement une hypocalcémie franche, une hyperphosphorémie, une inversion du rapport phosphocalcique sanguin, une augmentation de l'index de solubilité du calcium et une hyperuricémie. Toujours est-il que je n'espère pas vous perdre avec tous ces détails, mais bon, comme le disait Léonard de Vinci, ce sont les détails qui font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Alors, concernant les traitements à présent, sachez que la tortue souffrant
d'insuffisance rénale doit être copieusement réhydraté, soit par des bains d'eau tiède, par voie orale ou à l'aide de perfusion. Une fois l'animal réhydraté, une antibiothérapie doit être instaurée par de l'enrofloxacine à 5 mg par kg par 24 heures, surtout si l'on suspecte une néphrite d'origine bactérienne. Voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir concernant le traitement. Sachez que la prévention de l'insuffisance rénale consiste avant tout à prévenir une déshydratation chronique de l'animal. Ainsi, pour les tortues du biotope tropical, il est recommandé d'installer un humidificateur d'air dans le terrarium, de faire prendre des bains au moins 2 fois par semaine, d'hydrater copieusement les végétaux distribués à chaque repas et d'éviter un régime tout granulé. De plus, notez qu'une consultation annuelle pour doser la phosphorémie et l'uricémie peut être utile, important d'avoir ça à l'esprit. Et voilà à peu près toutes les informations que je peux vous donner concernant l'insuffisance rénale. Bien, nous en venons maintenant au dernier sujet de ce cours, un sujet qui sera consacré aux tumeurs. Tout d'abord, notons qu'une tumeur est une prolifération tissulaire pathologique résultant d'une activité anormale des cellules et ayant tendance à persister ou à augmenter de volume. Alors, une tumeur bénigne est une tumeur localisée, circonscrite, ne se généralisant pas et ne présentant aucune monstruosité cellulaire. Une tumeur maligne, cependant, appelée aussi cancer, évolue souvent plus vite, envahit les tissus voisins, se généralise et a tendance à récidiver après son ablation. Alors concernant les symptômes, relevons que les tumeurs internes sont particulièrement difficiles à dépister chez les tortues du fait de leur carapace rigide qui empêche tout gonflement du corps détectable à l'œil nu ou tout simplement palpable à l'examen clinique. Un examen radiographique, échographique ou cohélioscopique est souvent indispensable pour confirmer ou infirmer une suspicion de tumeur d'organes internes. Bien entendu, les tumeurs externes, donc cutanées, sous-cutanées, osseuses et musculaires, sont naturellement plus visibles. Dans tous les cas, c'est l'analyse histopathologique de la masse effectuée par un laboratoire qualifié qui permettra d'en déterminer la nature, que ce soit une tumeur bénigne ou tout simplement une tumeur maligne. Alors, comme chez la plupart des mammifères, les causes des tumeurs chez les vertébrés inférieurs sont particulièrement inconnues et nombreux sont les agents pouvant favoriser, souvent de concert, la genèse de ces néoplasmes, donc facteurs génétiques, environnementaux et géographiques, viraux, parasitaires, immunitaires, toxiques, traumatiques, hormonaux et j'en passe. Concernant le traitement, notez que dans une immense majorité des cas, le traitement d'une tumeur est d'abord chirurgical. Donc, il consiste à retirer par excision la prolifération tissulaire suspecte. Cette intervention peut alors en théorie être complétée comme chez les mammifères par un traitement chimiothérapique ou de radiothérapie, ça peut arriver. Mais même si de tels traitements ont été dans plusieurs cas tentés avec un certain succès aux États-Unis, on manque tout de même à ce jour de protocoles standardisés de thérapie anticancéreuse chez ces animaux. D'autant plus que dans beaucoup de cas, lorsque la tumeur est inopérable ou lorsque l'animal manifeste des signes de souffrance évidents, l'euthanasie devient le seul acte envisageable. Alors, il me semble important d'avoir à l'esprit qu'une tumeur puisse être confondue avec un abcès.
un mycétome ou un kyste sous-cutané. Ça peut arriver. De plus, le diagnostic différentiel doit être établi par un vétérinaire qui jugera de l'opportunité ou non de faire analyser l'élément suspect en laboratoire. Bien. Vous savez, les reptiles sont indéniablement les créatures les plus mal aimées du règne animal. Mais contrairement aux serpents, aux lézards et aux crocodiles, eh bien, les tortues ont toujours su, grâce à leur attitude nonchalante, débonnaire et sympathique, bénéficier d'une très bonne cote de popularité auprès de l'opinion publique. Alors, ces animaux ont été importés, parfois massivement, de diverses contrées, pour habiter nos jardins ou nos bassins en France et à l'étranger. Mais malgré leur étonnante longévité et cette véritable armure osseuse qui les caractérise, eh bien, les chéloniens aquatiques ou terrestres sont des reptiles fragiles pouvant souffrir d'un éventail très éclectique de pathologies liées à la vie en captivité. Alors qu'elles soient infectieuses, parasitaires, nutritionnelles, tumorales ou traumatiques. Ainsi, les amoureux des tortues, soit les chéloniophiles, sortent aujourd'hui de l'anonymat et de l'isolement, car ils peuvent désormais nouer un véritable dialogue avec la profession vétérinaire et trouver dans de nombreuses régions de France des vétérinaires herpétologistes qualifiés et concernés par leurs problèmes. D'où l'importance, tout comme ces professionnels, de partager vos connaissances au service de la santé animale.